Après avoir permis à plusieurs milliers d'hommes de transformer leur physique à l'âge de 35, 40 et même plus de 50 ans, nous avons élaboré la stratégie ultime pour muscler rapidement son physique à coup sûr quand on a la quarantaine. Cette stratégie, je vais te la révéler dans cette vidéo. On me pose toujours cette question. David, j'ai 40 ans, je commence à avoir du ventre, je sens que mon physique est sur la pente descendante, j'ai un emploi du temps très chargé, est-ce que selon toi, je peux toujours me muscler et avoir un physique athlétique? La réponse est oui, à condition de connaître la marche à suivre. Je suis David Pompère, le fondateur de MyFitRace, et avec mon équipe, on a accompagné plus de 4000 hommes âgés de 35 à plus de 60 ans dans leur transformation physique. Notre mission à travers cette chaîne est de te transmettre toutes les clés qui ont permis à nos milliers de membres d'atteindre le meilleur physique de leur vie pour que tu puisses y parvenir à ton tour. Juste avant de plonger dans les actions concrètes qui vont te permettre de construire du muscle, il est important que tu comprennes pourquoi il est essentiel que tu développes ta masse musculaire au plus vite. Les deux raisons majeures sont ton apparence physique et ta santé. Une des revues scientifiques mondialement reconnues, Journal of Physiology, a récemment mené une expérience dans laquelle un jury féminin a dû classer plus de 250 hommes sur 2 critères. Ces dernières ont dû deviner l'âge de chacun des 250 hommes et leur attribuer une note globale d'attirance entre 1 et 10. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que tous les hommes avaient en réalité le même âge à quelques mois près, ils avaient tous 40 ans. La seule chose qui les différenciait, c'était leur niveau de musculature. Certains ne faisaient pas du tout de musculation et d'autres s'entraînaient entre 2 et 4 fois par semaine. Les résultats ont été unanimes. Les hommes qui avaient un physique athlétique étaient estimés en moyenne 11 ans plus jeunes que leur âge réel. Inversement, les hommes avec un physique sédentaire étaient systématiquement estimés 5 à 13 ans plus âgés. Les hommes pratiquant la musculation ont également reçu des notes d'attirance en moyenne 50% plus élevées que ceux qui n'en faisaient pas. Au-delà de l'apparence physique, une bonne musculature est essentielle pour la mobilité, la force, mais surtout pour la santé. Imagine ne plus pouvoir soulever un simple sac de course sans ressentir de la douleur, ou avoir du mal à monter les escaliers sans être épuisé. Imagine maintenant ne plus pouvoir jouer avec tes enfants ou petits-enfants parce que tu es trop fatigué, ou encore ne plus pouvoir faire de randonnée, de vélo ou ton sport préféré parce que tu te sens trop faible après chaque effort physique. Ça peut paraître comme un scénario catastrophe, mais c'est pourtant le quotidien de plus en plus d'hommes et ça de plus en plus jeunes. La cause de tout ça est en grande partie la fonte musculaire prématurée, qu'on appelle sarcopénie, qui initialement apparaît progressivement après 50 ans chez l'homme, mais qui à cause de nos modes de vie modernes, sédentarité, nourriture industrialisée, pollution, arrive de plus en plus jeune. Des études ont montré que cette fonte musculaire prématurée impactait fortement le quotidien des hommes à partir de 45-50 ans, qui souffraient notamment de problèmes de dos et de posture, affectant leur qualité de vie quotidienne. Par exemple, une étude de Biomed Central a révélé que la dégénérescence du disque lombaire et d'autres affections dégénératives de la colonne vertébrale touchaient les hommes de plus en plus jeunes, entraînant des douleurs chroniques et des limitations physiques dans les activités simples comme bricoler, jardiner ou même travailler en position assise. Je ne sais pas toi, mais personnellement, je veux pouvoir être à 100% de mes capacités le plus longtemps possible. Être capable de courir, faire du vélo, bricoler et surtout mettre la raclée à mon fils s'il me défie dans une activité sportive. En tout cas, au moins jusqu'à ses 15 ans. Tous ces efforts du quotidien sont principalement possibles grâce à la musculature et non grâce au cardio, même si le cardio est important et fera l'objet d'une prochaine vidéo. Avoir une bonne masse musculaire permet également de maintenir un métabolisme plus rapide, ce qui est crucial pour limiter la prise de gras. En effet, le muscle brûle plus de calories au repos que la graisse. Chaque kilogramme de muscle brûle environ 11 à 13 calories par jour au repos, contre environ 4 calories pour la même quantité de graisse. Cela signifie que plus on a de muscles, plus on brûle de calories, donc plus facilement on élimine le gras, et ça, même au repos. Pour résumer, investir dans ta musculature, c'est un pari gagnant pour ton présent et pour ton futur. Alors oui, à 40 ans, si on veut construire du muscle, on ne part pas avec les mêmes cartes qu'un jeune de 20 ans. Les niveaux de testostérone ne sont plus les mêmes, le métabolisme est plus lent, le risque de blessure plus élevé, on a souvent moins de temps pour soi et également plus de stress. Pourtant, cela n'a pas empêché à Olivier, 43 ans, de se muscler en 16 semaines. Nuno, 37 ans, d'atteindre un physique athlétique. Ou encore Charles, 52 ans, de s'épaissir tout en restant bien tracé, et ça, malgré ses journées de boulot de 12 heures à son cabinet médical. S'ils ont pu se muscler et avoir des résultats impressionnants, ce n'est pas parce qu'ils ont passé tout leur temps libre en salle de sport, ni même parce qu'ils se sont privés de leur vie sociale, mais bien parce qu'ils ont suivi la bonne stratégie. Cette stratégie, je vais maintenant te la partager pour que tu puisses te muscler à ton tour, et ça, que tu sois débutant ou déjà confirmé. Cette stratégie se décompose en 3 parties. L'entraînement après 40 ans, l'alimentation sur mesure et la récupération. Chaque partie est dépendante l'une de l'autre. C'est pourquoi il est important que tu visionnes cette vidéo en entier
pour avoir toutes les pièces du puzzle. Sans plus attendre, numéro 1, l'entraînement en musculation après 40 ans. On va définir ensemble quel mécanisme permet à tes muscles de se développer, combien de séances tu dois effectuer par semaine et comment bien les répartir. Combien de temps doivent durer tes séances. Et enfin, comment organiser chacune de tes séances et choisir les bons exercices. Premièrement, si tu veux prendre du muscle, tu dois absolument t'entraîner en musculation. Qu'elle soit pratiquée à la maison, avec ou sans matériel, ou à la salle de sport. La musculation te permet de provoquer des micro-déchirures dans tes fibres musculaires. Ces micro-déchirures vont ensuite se réparer et ton muscle va revenir plus fort, tout comme un os cassé qui se reconstruit et devient plus dense. Ce processus complexe de destruction et de consolidation des fibres musculaires s'appelle l'hypertrophie. Et l'hypertrophie est à la base de ton développement musculaire. La musculation est le moyen le plus efficace pour créer l'hypertrophie, car elle apporte la bonne tension mécanique à tes fibres musculaires pour provoquer les micro-déchirures et vient stimuler la production d'hormones anabolisantes comme la testostérone qui joue un rôle clé dans la reconstruction et la croissance de tes fibres musculaires. Combien de séances faut-il faire par semaine? La majorité de nos membres s'entraînent 3 fois par semaine. On peut prendre l'exemple de René qui a réussi à bâtir un physique musclé et athlétique grâce à 3 séances par semaine en seulement 10 mois. Si tu débutes la musculation ou si tu reprends après un long arrêt du sport, je te conseille de t'entraîner 3 fois par semaine. En dessous de 3 séances, tu vas pas suffisamment créer d'hypertrophie pour avoir des résultats intéressants. 3 séances par semaine, c'est aussi un bon équilibre pour un emploi du temps chargé ou si tu fais un autre sport en parallèle. Ça te permet également de progresser sans trop empiéter sur tes autres responsabilités et activités. Il vaut mieux s'entraîner 3 fois par semaine, maintenir ce rythme et en faire une habitude plutôt que de s'entraîner tous les jours, ne pas réussir à tenir dans le temps et finir par abandonner. Lorsque tu t'entraînes 3 fois par semaine, je t'invite à répartir tes séances sous le format push, pull, leg. Le format push pour pousser, pull pour tirer et leg pour les jambes est idéal car il permet une grande flexibilité dans la planification des séances. Tu peux intervertir les jours d'entraînement, t'entraîner 3 jours d'affilée ou bien espacer les séances comme tu le veux en évitant de surcharger les mêmes groupes musculaires successivement. Cela te permet une grande flexibilité et d'optimiser ta récupération pour maintenir une intensité élevée à chaque séance. Le push-pull-leg se décompose avec une séance push pour les exercices de poussée. Tu vas effectuer tous les exercices du haut du corps qui sollicitent les pectoraux, les épaules et les triceps. Une séance pull, donc de tirage, où tu vas solliciter toute la chaîne postérieure, le dos, mais aussi les biceps. Et enfin une séance leg, donc jambes, où tu vas travailler les cuisses, les mollets et les fessiers. Il est impératif que tu travailles les jambes pour prendre du muscle. Et ça, même si tu as des bonnes cuisses ou que tu fais du vélo régulièrement. Le travail en musculation des jambes permet de stimuler la production de testostérone, l'hormone de croissance et le gainage profond, bien plus que le travail des autres groupes musculaires. Si tu as déjà un niveau confirmé ou si tu souhaites t'entraîner davantage, ajouter une 4e séance par semaine est une option qui te permet de travailler différents groupes musculaires plus fréquemment ou encore de mettre plus d'intensité sur une zone souhaitée. Cela va accélérer tes gains musculaires tout en maintenant un bon équilibre entre l'entraînement et la récupération. Tu peux conserver la structure push, pull, leg et ajouter par exemple une séance épaule-bras. Ou bien tu peux travailler en half body, donc moitié du corps, c'est-à-dire faire une séance haut du corps, puis une séance bas du corps, puis une 2e séance haut du corps, suivie d'une 2e séance bas du corps. Si tu es vraiment avancé, tu peux envisager d'aller jusqu'à 5 séances par semaine. Cela te permet d'isoler davantage certaines zones du corps et mettre un maximum d'intensité sur chaque groupe musculaire. La répartition de tes séances peut alors par exemple être pec, dos, jambes, épaules et puis bras. Cependant, je te conseille de ne pas dépasser 5 séances par semaine après 40 ans. La récupération est essentielle pour permettre à tes muscles de se réparer et de se renforcer. Au-delà de 5 séances, après 40 ans, il va être compliqué de maintenir une bonne intensité sur toutes les séances sans épuiser ton système nerveux et risquer la blessure. Et la blessure, c'est la pire chose qui puisse arriver pour notre objectif, car elle empêche de s'entraîner et donc de créer de l'hypertrophie. Maintenant, nous allons voir combien de temps doivent durer tes séances. Pour progresser, il est essentiel de comprendre que l'intensité de l'entraînement l'emporte sur la durée lorsqu'il s'agit de construire du muscle. Pour illustrer cela, pense au physique des athlètes d'endurance comparé à ceux des athlètes de puissance ou de force, quelle que soit la discipline. Par exemple le vélo, la course et la natation. Les athlètes de puissance travaillent à haute intensité sur des périodes plus courtes, favorisant ainsi l'hypertrophie et la croissance musculaire. Des séances intenses provoquent davantage de micro-déchirures dans les fibres musculaires, augmentant la production d'hormones anabolisantes comme la testostérone et l'hormone de croissance. Encore ces deux-là. Cela permet d'activer également davantage de fibres musculaires, notamment les fibres à contraction rapide qui sont plus volumineuses. Travailler à haute intensité signifie effectuer des séries proches de l'échec musculaire. L'échec musculaire s'atteint lorsqu'on réalise des répétitions d'un même exercice jusqu'à qu'il ne soit plus possible d'en faire
une de plus. Pour maximiser la croissance musculaire, cet échec doit être atteint en réalisant entre 8 à 15 répétitions selon le type d'exercice et le moment de la séance. Nous reviendrons plus en détail là-dessus dans le point suivant. Lorsqu'on met de l'intensité, surtout avec l'âge, on ne peut pas la maintenir sur une trop longue durée au risque de se blesser. Des séances trop longues peuvent entraîner une augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et lorsque le niveau de cortisol est trop élevé, il peut provoquer un état catabolique où le corps commence à décomposer les muscles pour produire d'énergie. Cela va bien sûr à l'encontre de ce qu'on recherche, l'anabolisme, qui est tout l'inverse, qui favorise la synthèse des nouvelles protéines musculaires indispensables à l'hypertrophie. Enfin, après 40 ans, on a souvent des responsabilités au travail et ou une vie de famille bien remplie. Et on n'a pas forcément le temps de s'entraîner 2 heures à chaque séance. C'est pourquoi la durée optimale d'une séance après 40 ans se trouve entre 45 minutes et 1h10 grand maximum, échauffement compris. Cela permet de maintenir une intensité élevée sur toute la durée de la séance pour maximiser la croissance musculaire, éviter le catabolisme, limiter le risque de blessure et convenir à un emploi du temps chargé. Comment organiser ces séances et quel exercice choisir? On l'a vu dans les parties précédentes, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. On ne va pas s'entraîner tous les jours ni passer des heures à chaque séance. Il va donc falloir mettre de l'intensité. Pour cela, on va favoriser les exercices appelés polyarticulaires, c'est-à-dire les mouvements qui sollicitent plusieurs articulations et donc plusieurs muscles à la fois. Les exercices polyarticulaires visent principalement les gros muscles d'une chaîne musculaire et engagent indirectement les plus petits muscles. Ces exercices polyarticulaires vont structurer la base de nos entraînements. Il va falloir sélectionner 2 à 3 exercices polyarticulaires par séance et effectuer pour chacun de ces exercices 3 séries de 8 à 12 répétitions. Voici la liste des exercices polyarticulaires les plus intéressants par groupe musculaire. Certains peuvent se réaliser à la salle de sport, d'autres peuvent se faire à la maison avec ou sans matériel. Je te laisse les sélectionner en fonction de l'endroit où tu souhaites t'entraîner. Pour une séance push, donc de pousser, on va avoir les pompes avec toutes ces variations. Le développé couché et le développé incliné, les dips et les développés épaules. Pour une séance pull de tirage, on va avoir les tractions, le rowing buste penché, le tirage horizontal et le tirage bûcheron. Pour la séance leg, donc jambes, on va avoir le squat et toutes ses variations, ainsi que les fentes et les relevés de bassin. Une fois nos séries d'exercices polyarticulaires terminées, on va venir compléter nos séances avec des exercices d'isolation. Ces exercices ciblent spécifiquement un muscle, ce qui permet de le travailler en profondeur et de corriger d'éventuels déséquilibres musculaires. On va alors sélectionner 2 exercices d'isolation et effectuer pour chacun 3 séries. Voici quelques exemples d'exercices d'isolation qui peuvent se faire aux haltères, à la poulie, aux élastiques ou sur machine. Pour les pecs, les écartés. Pour les épaules, les élévations latérales. Pour les biceps, les curls. Pour les triceps, le kickback. Et pour les jambes, le leg curl, le leg extension et les extensions mollets. En tout, nos séances vont être composées de 12 à 15 séries, si on prend en compte les 2 à 3 exercices polyarticulaires qui ont chacun 3 séries, et les 2 exercices d'isolation qui ont également 2 séries chacun. Notre objectif va être de constamment se challenger sur les charges au fil des séances, en maintenant bien sûr une bonne technique sur chaque mouvement. Attention, il va également falloir écouter son corps et éviter les mouvements qui nous déclenchent des douleurs, même lorsqu'ils sont bien exécutés. Pour cela, cela va dépendre de notre morphologie, mais aussi de nos éventuelles blessures. Nous conseillons également à nos membres d'adapter certains exercices à partir de 40 ans pour limiter le risque de blessure. Par exemple, pour les développer en salle, on va privilégier le travail aux haltères plutôt qu'à la barre pour limiter la tension sur les coudes, les épaules et les poignets. Pour les squats, on va préconiser les variantes comme le squat bulgare, le goblet squat et le hack squat qui limitent la tension sur le bas du dos. Pour les débutants sur les tractions et dips, on conseille de se délester, soit à l'aide d'élastiques, soit à l'aide de machines si on s'entraîne en salle. Enfin, pour les autres exercices au poids du corps, on peut faire varier les inclinaisons, le positionnement ainsi que le lest. Par exemple, sur les pompes, on peut les faire en version débutant sur les genoux, en version classique ou encore lesté en ajoutant du poids sur son dos ou via un gilet de lest. Numéro 2, l'alimentation sur mesure. S'entraîner sans une alimentation adaptée, c'est comme pagayer à contre-courant. On avance très lentement et au moindre relâchement, on se fait emporter. Nous allons aborder dans cette partie toutes les clés pour optimiser son alimentation facilement et maximiser ses résultats. On va voir notamment comment déterminer le nombre de calories qu'il faut consommer après 40 ans pour se muscler. Comment bien répartir les macronutriments et quels aliments choisir. Et enfin,
comment bien s'organiser pour gagner un maximum de temps en cuisine. Personnellement, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à prendre du muscle, même en m'entraînant 5 fois par semaine en musculation. Un jour, un ami coach de l'époque qui me voyait galérer m'a conseillé de compter mes calories pour voir si je mangeais suffisamment. Je me suis alors rendu compte que je mangeais pas du tout assez, contrairement à ce que je pensais. J'ai alors augmenté les quantités. Au début, je dois avouer que je me suis forcé à manger, mais très vite je me suis habitué, puis les résultats sont venus tout seuls. Pour que ton corps puisse créer du muscle efficacement, il a besoin d'un surplus calorique léger. En d'autres termes, tu dois consommer plus de calories que tu n'en brûles pour que ton corps utilise cette énergie supplémentaire pour réparer et développer tes muscles. Pour calculer le nombre de calories dont tu as besoin, commence par déterminer ta DET, ta dépense énergétique totale. C'est en gros ce que ton corps dépense comme énergie pour se maintenir au quotidien. Si tu n'as aucune idée de comment la déterminer, tu peux te rendre sur une application de calcul des calories, comme l'application MyFitnessPal, qui est gratuite, et rentrer tes informations telles que ta taille, ton âge, ton poids, ton niveau d'activité pour obtenir ta DET. Pour vérifier l'information que te donne l'application, parce que oui, la précision est limitée avec ce type d'appli, consomme les calories indiquées pendant une semaine. Si ton poids ne bouge pas, c'est que c'est le bon nombre. Sinon, ajuste les calories jusqu'à trouver le point de stabilité où ton corps ne bouge plus. Une fois que tu connais ce chiffre, tu vas pouvoir ajouter un surplus calorique et donc augmenter tes calories. Attention, augmente tes calories progressivement pour éviter une prise de gras trop importante. Surtout après 40 ans où ça devient beaucoup plus compliqué de l'éliminer. On recommande à nos membres d'ajouter environ 200-250 calories au-dessus de leurs besoins caloriques de base et de se peser une fois par semaine et de s'observer dans la glace pour contrôler leur niveau de masse grasse. Il est normal d'être moins sec et dessiné dans la phase de construction musculaire, mais il faut être attentif et ne pas hésiter à réduire les calories si trop de gras s'installe. Comment bien répartir ces macronutriments ? Pour optimiser sa prise de muscle, il est crucial de bien répartir ces macronutriments. Les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines sont essentielles pour la réparation et la croissance musculaire. Il faut donc consommer entre 1,5 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Par exemple, pour une personne pesant 75 kg, cela représente entre 113 et 165 grammes de protéines par jour. Tu peux trouver tes protéines dans les viandes blanches, les viandes rouges, les poissons ou encore les protéines végétales, de type tofu, tempeh, etc. Si tu as du mal à atteindre tes besoins en protéines uniquement avec ton alimentation, tu peux envisager de te supplémenter avec des protéines en poudre comme la whey ou les protéines en poudre végétale qui peuvent être intéressantes si tu as des difficultés à digérer le lait. La protéine en poudre peut être particulièrement utile si tu manges souvent à l'extérieur le midi, au restaurant ou dans les cantines professionnelles, car souvent les quantités de protéines proposées sont ridicules. Et ça, c'est parce que la protéine, c'est ce qui leur coûte le plus cher dans l'assiette. Concernant ton alimentation, respecter ton apport en calories et tes besoins en protéines, ça fait déjà 80% du travail. Répartis les calories restantes entre les glucides et les lipides. Pour déterminer ces calories restantes, tu dois prendre le total calorique DET plus les 250 calories de surplus et venir retirer les calories apportées par tes protéines. Le total restant de calories, tu vas pouvoir le répartir entre tes glucides et tes lipides. Les glucides fournissent l'énergie nécessaire pour les entraînements intensifs, tandis que les lipides sont essentiels pour la production d'hormones et la santé cellulaire. Privilégie les glucides complexes, comme les céréales complètes et les légumineuses, qui ont des indices glycémiques bas, et les lipides sains, comme l'huile d'olive, l'avocat et les noix. En plus des macronutriments, il est essentiel d'inclure une bonne variété de fruits et légumes dans ton alimentation. Les fruits et légumes sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et fibres, et jouent un rôle crucial dans la récupération et la santé globale. En plus de ça, ils sont très faibles en calories. Donc en ce qui concerne les légumes et les fruits entiers, c'est à volonté. Après 40 ans, notre capacité à assimiler les nutriments diminue. Il est donc important d'avoir en parallèle une bonne digestion. Sinon, ça revient à jouer au tennis avec une raquette trouée. Une mauvaise digestion peut en effet diminuer davantage l'absorption des nutriments, ce qui signifie que même si l'on consomme suffisamment de protéines, de glucides et de lipides, ainsi que de micronutriments, notre corps ne pourra pas pleinement en tirer parti. C'est pourquoi on conseille à nos membres d'intégrer à leur alimentation des aliments riches en probiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes bénéfiques, principalement des bactéries, qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale et améliorent la digestion. Tu peux les trouver dans le yaourt, la choucroute, le kimchi, ou de manière plus pratique ou parfois plus ragoûtante sous forme de gélules. Comment t'organiser pour optimiser ton temps et ne pas passer ta vie en cuisine ? La préparation des repas à l'avance ou meal prep est essentielle pour maintenir une alimentation adaptée à tes besoins sans y consacrer trop de temps. La première astuce pour gagner du temps, c'est d'utiliser une application comme MyFitnessPal qu'on a vu précédemment
pour évaluer tes besoins caloriques et déterminer les quantités que tu dois consommer. La seconde astuce est d'opter pour la livraison de courses à domicile et ainsi éviter les allers-retours au supermarché. En plus de ça, tu es sûr de ne pas te laisser tenter dans des rayons par des choses que tu ne veux pas vraiment. La clé de la préparation pour gagner un maximum de temps va être de déterminer 3 recettes différentes par semaine. Par exemple, en numéro 1, pâtes, poulet et une salade en accompagnement. En plat numéro 2, bœuf, pommes de terre et haricots verts. Et en troisième, saumon, riz, asperges. Une fois que tu as déterminé les bonnes quantités avec l'application, tu vas pouvoir pour chacune de ces recettes préparer 2 portions pour correspondre à 2 repas de chaque. De cette façon, en cuisinant seulement 2 fois par semaine, tu auras tous tes repas principaux pour 6 jours consécutifs. Une fois cuits, tes repas pourront tenir jusqu'à 3 jours au frigo sans avoir besoin de les congeler. De cette manière, tu cuisines par exemple le dimanche soir pour lundi, mardi, mercredi, et le mercredi, tu cuisines pour jeudi, vendredi, samedi, en mettant tout au frigo. Cette méthode te permet de gagner un maximum de temps et de rester dans les clous. Fais varier régulièrement les assaisonnements, les épices, les viandes, les poissons, les légumes et les fruits pour ne jamais te lasser. Pour les petits-déj, les desserts et les collations, essaye d'intégrer suffisamment de protéines, mais aussi des fruits pour les fibres et les vitamines, ainsi que des yaourts pour les probiotiques. Pour les boissons, eau, thé, café, à ta convenance. Tu peux te garder un jour dans la semaine où tu manges ce que tu veux sans compter. Par contre, essaye de manger suffisamment de protéines. Maintenant que tu sais comment t'entraîner et comment optimiser ton alimentation après 40 ans, on va voir ce que tu dois mettre en place pour bien récupérer et ne pas gâcher tous tes efforts. T'entraîner sans récupération, c'est comme construire un mur sans ciment, ça peut tenir un moment, mais ça s'écroulera bientôt. Et le roi de la récupération, c'est le sommeil. La bonne quantité de sommeil est essentielle pour reposer ton système nerveux, tes muscles et produire en bonne quantité les hormones anabolisantes comme la testostérone et l'hormone de croissance. Plusieurs études ont montré qu'en dessous de 6h30 de sommeil par nuit pendant une période prolongée, on diminuait nos performances physiques de 20 à 40% et on augmentait de presque 60% le risque de blessure. La conséquence de ce manque de sommeil sur le moyen long terme est une diminution drastique de la croissance musculaire. Il faut donc que tu fasses le maximum pour dormir entre 6h30 et 8h par nuit. Si tu n'as vraiment pas la possibilité de dormir pendant minimum 6h30 d'affilée, que ce soit à cause du boulot, des enfants ou même de problèmes d'insomnie, je t'invite à inclure des siestes éclairs appelées quick nap au cours de ta journée. Ces siestes de 10 à 20 minutes consistent à t'assoupir et te réveiller juste au moment de rentrer en phase de sommeil. Cette technique est utilisée par les forces spéciales, notamment les Navy Seals, qui utilisent les quick naps pour récupérer de mauvaises nuits et accroître leur vigilance et leur performance. Pour nos membres qui ont tendance à se sentir fatigués même après des nuits de 7-8 heures de sommeil, on leur conseille de se supplémenter en magnésium. C'est un minéral essentiel qui aide à la relaxation et contribue à améliorer la qualité du sommeil. On en consomme naturellement dans notre alimentation, mais souvent pas suffisamment. C'est pourquoi il est très intéressant de se complémenter, surtout si on a des problèmes de sommeil ou de nervosité, comme c'est mon cas. Parmi les différents types de magnésium disponibles, le magnésium biglycinate est le plus efficace pour ce qu'on recherche. Un petit conseil de grand-mère pour améliorer la qualité de ton sommeil: coupe les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. La lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui peut nuire à la qualité de ton sommeil. Si tu ne peux vraiment pas te passer des écrans le soir, pense à activer le mode Night Shift sur iPhone ou éclairage nocturne sur Android pour limiter la lumière bleue. Si tu aimes les noix, tu peux également consommer une petite poignée avant de t'endormir, car elles contiennent de la mélatonine, ce qui peut améliorer ton sommeil. Avec le sommeil, on s'est concentré sur la récupération passive. Et maintenant, on va passer à la récupération active. La première action importante est de s'hydrater avec environ 2 à 3 litres d'eau par jour. La petite technique, si comme moi tu as du mal à boire suffisamment, c'est de te remplir des grands verres d'eau et de les mettre sur le côté de ton bureau. Le fait que tu aies déjà vidé la bouteille rend plus simple l'accès à l'eau et surtout, ça t'oblige à finir ton verre pour ne pas gâcher l'eau de bouteille. Concernant les étirements, il est préférable de faire 2 sessions d'étirement par semaine lors de tes jours de repos lorsque tu ne t'entraînes pas. Juste après une séance de musculation, les muscles sont déjà en état d'inflammation et ce serait contre-productif. Juste avant une séance, ce serait encore pire car cela viendrait faire baisser tes performances. Les étirements légers et réguliers lors de tes jours de repos aident à améliorer ta flexibilité, réduire tes tensions musculaires sans aggraver l'inflammation et réduire ton risque de blessure. Enfin, pour récupérer le lendemain de séances intensives où on a de grosses courbatures, l'automassage peut être très bénéfique. On peut utiliser pour ça un rouleau, une balle de tennis ou simplement nos mains pour cibler les zones tendues et douloureuses et venir les masser. Cela aide à augmenter la circulation sanguine, à réduire les tensions musculaires et à accélérer la récupération. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris plein de choses et que le processus de prise de muscle est plus clair pour toi. Si c'est le cas, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Si en plus de te muscler, tu souhaites également perdre du gras pour être plus sec et défini, je t'invite à cliquer juste ici pour visionner notre guide complet sur la perte de gras après 40 ans. J'ai hâte que tu puisses mettre en place toutes les actions qu'on a vues ensemble pour commencer au plus vite à voir tes premiers résultats. C'était David de MyFitRace et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.